Le président a déclaré que mardi serait le jour de la centrale électrique et le jour du pont en Iran. Il n'y aura rien de semblable. Ouvrez le détroit d'Ormuz, a-t-il dit, repoussant la date limite à 20 heures mardi, heure de l'Est. C'est maintenant l'ultimatum pour l'Iran. Nous allons maintenant rejoindre l'analyste de recherche de la FDD, Ahmad Sharawi. Merci beaucoup d'être avec nous ici sur Live Now de Fox. Et il semble que nous soyons à nouveau au bord d'une escalade avec ces nouvelles menaces du président Trump. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Le président Trump a prolongé la date limite la semaine dernière jusqu'au 6 avril pour que l'Iran négocie et ouvre le détroit d'Ormuz. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune indication que les Iraniens prévoient de le faire. Tous les rapports l'indiquent. Je pense que l'Iran refuse de négocier et impose des conditions strictes que les États-Unis n'accepteraient jamais pour rouvrir ce détroit. Merci, Ivan. Je pense que le président Trump, c'est pour cela qu'il renforce la menace d'attaquer les centrales électriques en Iran, mais les prochaines 24 heures seront cruciales. Comme nous l'avons vu au cours des 2 ou 3 dernières semaines, en général le président Trump commence le lundi en disant que les négociations se passent bien ou qu'il y a des négociations en cours en ce moment. Nous avons tous les yeux rivés sur lundi matin pour voir l'état des négociations et si quelque chose peut effectivement se passer entre les États-Unis et l'Iran. Merci. Oui, bien sûr, il dit être optimiste quant à la conclusion de l'accord, mais il a fixé ce délai. Comme vous l'avez mentionné, les deux parties restent éloignées et il n'y a pas de convergence sur les exigences des États-Unis. Cependant, tout comme dans le cas de l'Iran, les avons-nous vus s'unir d'une certaine manière? Y a-t-il un point commun entre eux? Encore une fois, je pense que les Iraniens refusent de négocier et prévoient de poursuivre leurs attaques implacables contre les infrastructures civiles dans le Golfe, contre les bases des États-Unis. Donc il n'y a aucun signe que les Iraniens soient, je veux dire, pour l'instant, disposés à s'asseoir à la table. Apparemment, même ces médiateurs, le Pakistan, la Turquie et l'Égypte, ont essayé de prolonger le délai que le président Trump avait fixé. Mais, encore une fois, il n'y a aucun signe que les Iraniens soient prêts à céder aux exigences que les États-Unis posent, surtout en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Et, en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, ce goulet d'étranglement est crucial. Trump a dit aux alliés de l'OTAN que ce n'est pas important et ensuite qu'ils doivent payer en utilisant un gros mot. Ouvrez le détroit d'Ormuz où il y aura un véritable chaos. Quelle pression pèse sur le président Trump et les étrangers pour rouvrir le détroit? Eh bien, je crois que l'impact mondial de la fermeture du détroit a été en fait assez évident. Les prix du pétrole ont augmenté de façon significative et, avec l'ouverture des marchés dans les prochaines heures, nous comprendrons mieux l'impact réel des événements de ce week-end et comment cela pourrait influencer la prise de décision du président Trump. Si les prix du pétrole restent élevés, alors nous pourrions assister à une escalade ou à une impulsion plus forte en faveur de la diplomatie. Mais, encore une fois, tout dépend des prix du marché pétrolier qui sont en jeu et, surtout, en raison de la quantité de pétrole transportée par le détroit d'Ormuz, les États du Golfe sont impactés. Mais aux États-Unis, c'est différent. Nous avons une industrie nationale capable, cependant, l'économie mondiale est interconnectée. Donc les impacts se font sentir dans le monde entier. Si ce délai expire mardi à 20 heures de la côte est des États-Unis et que les États-Unis attaquent réellement l'infrastructure et les points névralgiques pétroliers de l'Iran, quelle sera leur réponse? Vont-ils attaquer d'autres États arabes comme ils l'ont déjà fait auparavant? Ah oui, je veux dire, les usines de dessalement dans les États du Golfe seraient dans la ligne de mire de la République islamique, ainsi que l'infrastructure pétrolière et, tout le long du Golfe, tout cela serait largement pris pour cible. Mais, je veux dire, permettez-moi de souligner que ces États ont déjà été largement ciblés par l'Iran au cours des 5 dernières semaines. Nous avons vu plusieurs attaques hier visant l'infrastructure pétrolière et les usines de dessalement d'eau au Koweït. Mais je présumerais que si l'Iran est attaqué, alors nous verrons une augmentation de ces attaques contre ces États du Golfe. Donc, au lieu qu'une seule installation soit ciblée, nous pourrions voir, plus de drones et de missiles viser ces installations.
Et il convient de noter que les usines de dessalement au Koweït et à Bahreïn sont vitales pour la survie de ces États, car ils ne disposent pas de réserves de stockage pour les soutenir. Si ces installations sont attaquées, nous pourrions faire face à une catastrophe humanitaire. Oui, et évidemment, tant de personnes sont impactées dans des régions qui finissent par rester prises dans cet enchevêtrement. Mais c'est justement à ce point que je voulais en venir. Des pays comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Koweït, qui sont touchés par cela, vont-ils dépendre des États-Unis? Comment cela peut-il impacter leurs relations avec les États-Unis? Je pense que les États-Unis ont été directs avec eux. Nous avons vu comment le pays a joué un rôle crucial dans l'interception et comment ses défenses aériennes ont été fondamentales pour empêcher que beaucoup de ces attaques n'atteignent leur cible. Des missiles et des drones frappent des installations critiques. Nous avons vu des partenaires comme l'Ukraine soutenir ces États du Golfe pour éviter des attaques contre leur territoire. Ainsi, les Israéliens et les Boas ont joué un rôle important dans la défense de ces pays. Et je pense que certains d'entre eux comprennent la nécessité du combat que les États-Unis mènent. Ils doivent comprendre la dangerosité de ce régime et à quel point il est impitoyable, prêt à attaquer les infrastructures civiles pour causer le maximum de dégâts possibles. Demain, nous entamerons déjà la 6e semaine de ce conflit, et cela correspond exactement à la période mentionnée par le président Trump et la Maison-Blanche. À votre avis, ce calendrier va-t-il au-delà de ces 6 semaines? Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je pense que le président Trump a clairement indiqué dans son discours de mercredi qu'il reste 2 à 3 semaines en ce qui concerne les cibles à atteindre. Je pense que le calendrier dépend aussi des évolutions sur le champ de bataille, depuis le début de l'opération, je veux dire, surtout en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Donc je pense que tant que les ECOWAS viseront l'infrastructure militaire et les installations qui soutiennent les capacités militaires de l'Iran, alors peut-être que nous pourrons envisager ce calendrier que le président Trump a mentionné mercredi. Mais bien sûr, si les choses changent et qu'il y a de nouvelles informations de renseignements sur d'autres bases de missiles ou des infrastructures qui n'avaient pas été découvertes auparavant, alors cela pourrait être prolongé. Mais tout dépend encore de la situation sur le champ de bataille. Et beaucoup dépend aussi des capacités des forces armées iraniennes. Nous avons vu, rien que ces derniers jours, les Iraniens toucher un chasseur F-15. Les États-Unis ont mené une opération de sauvetage, une question de vie ou de mort, dans les montagnes d'Iran pour les récupérer ou les rapatrier. Cela signifie-t-il quelque chose? Es-tu inquiet que l'Iran affiche ainsi ses capacités et puisse fermer le détroit d'Ormuz? Les États-Unis ont-ils été surpris par ces capacités d'une certaine manière? Et si oui, qu'avez-vous à dire? Eh bien, il y a déjà eu plusieurs reportages sur le nombre de missiles balistiques et de lanceurs que possède l'Iran. Nous avons vu qu'au début de la guerre, le nombre était très différent, mais les attaques ont considérablement réduit la capacité de l'Iran à lancer de nombreux missiles en même temps. Mais je pense que nous n'avons pas encore, je veux dire, du moins pour nous qui observons de l'extérieur, qui n'avons pas accès aux renseignements, nous voyons une diminution de ces attaques. Mais l'Iran a toujours la capacité de lancer des attaques avec des drones et des missiles, et c'est pourquoi il est nécessaire que les États-Unis continuent afin de réduire leur capacité à faire la guerre, tout simplement. Et pour revenir au détroit d'Ormuz, pourquoi les Iraniens ont-ils imposé, en gros, un coup d'arrêt à ce point d'étranglement? Est-ce que c'est la nouvelle normalité pour cette région? Quelle est la probabilité qu'ils impliquent aussi le Bab el-Mandeb avec les Houthis? Vous surveillez également cette zone? Bien sûr, le Bab el-Mandeb reste un point critique, et s'il est fermé, nous serons confrontés à une grande crise. Je pense que les Houthis ont concentré leurs attaques sur Israël pour probablement éviter des représailles, à moins qu'un missile ne touche Israël. Jusqu'à présent, il y a eu 4 ou 5 attaques revendiquées par les Houthis. Ils ont tous été interceptés. Je pense que les Houthis, stratégiquement, comprennent que fermer le Bab el-Mandeb ou attaquer des navires en mer Rouge élargirait la guerre, et cela provoquerait une escalade qui entraînerait Zewa dans le conflit. Je pense qu'ils ne le veulent pas pour l'instant. Les Houthis affirment pouvoir fermer le détroit de Bab el-Mandeb et restent présents. Ah, mais je pense qu'aller dans cette direction signifierait une dégradation massive de la part de Zewa ou d'Israël. Ce jour-là, le pont et la centrale que Trump a menacés pourraient donner aux Houthis le coup de pouce pour entrer dans le conflit.
Dès lors, Alors, je veux dire, il y a toujours la possibilité que les Houthis attaquent les installations pétrolières et l'infrastructure énergétique en Arabie Saoudite et dans le Golfe en guise de représailles. Mais, encore une fois, je pense qu'en termes de leur processus de décision, attaquer les États du Golfe signifierait élargir la guerre dans laquelle les Saoudiens ou alors les Émiratis pourraient devoir riposter. Donc pour l'instant, je pense que les Houthis concentrent leurs attaques contre Israël parce qu'ils comprennent qu'attaquer les installations énergétiques dans les États du Golfe pourrait signifier une escalade plus importante de la guerre, un risque qu'ils ne veulent peut-être pas prendre pour le moment. concernant Israël, ils ont collaboré au début de cette opération Epic Fury, ou Lion rugissant, comme ils appellent leur opération. Ils ont également interrompu certaines attaques dans la zone de recherche et de sauvetage. Israël reste aligné avec les États-Unis sur les objectifs fixés lors de ces négociations et potentiellement face à des menaces au-delà de cela. Israël comprend qu'affaiblir ce régime et ses capacités militaires est essentiel pour sa sécurité. Il y a un alignement clair entre Israël et les États-Unis à ce sujet, mais Israël fait également face à la menace des relais de l'Iran, comme le Hezbollah, qui attaque le nord du pays quotidiennement, en plus de la menace des Houthis. Donc, en termes de priorité, nous voyons que les États-Unis ne ciblent pas ses représentants au Liban ou les Houthis. En ce moment, Israël observe également et gère ce front en même temps. Mais, dans les objectifs généraux de la guerre, d'affaiblir le régime iranien et de garantir qu'il ne puisse plus agir à nouveau. Concernant la puissance militaire pour frapper des intérêts américains, israéliens et d'États voisins, les Clowards et Israël sont pleinement alignés sur les objectifs. Oui, et l'Iran a déjà affirmé ne plus vouloir être attaqué. C'est l'une de leurs exigences dans la négociation. Mais si une négociation est en cours, si le président Trump veut de la diplomatie, est-ce quelque chose avec lequel Israël est totalement d'accord? Je pense qu'en général, Israël comprend que le président Trump, ou du moins qu'il y a eu, en termes d'objectifs de guerre, une sévère dégradation des capacités militaires, de la puissance navale et de la force aérienne, qui étaient les principaux objectifs depuis le début. Et je pense qu'avec l'orientation d'Israël visant une partie de la direction politique en Iran ainsi que la direction militaire, il y a eu une répartition des tâches concernant les cibles. Mais je pense aussi qu'Israël comprend que le président Trump a ouvert la porte aux négociations et qu'il pourrait devoir trouver une tactique de négociation pour mettre fin à cette guerre. Mais malgré cela, nous voyons encore des attaques israéliennes et la collaboration avec Zewa dans l'identification des cibles de l'infrastructure militaire, des missiles balistiques et de leurs lanceurs. Malgré les discussions sur les négociations, il existe toujours un alignement total entre Emei Rebar et Israël concernant les objectifs d'affaiblir le régime. Mais aussi, comme nous l'avons vu hier, Israël a joué un rôle fondamental dans le sauvetage de l'officier des systèmes d'armes qui se trouvait sur le territoire iranien. Oui, c'est un très bon point. Ahmad, une dernière question avant de te laisser partir. Revenons au début. Cette menace agressive indique 20 heures de l'Est, le jour du pont ou de la centrale, et nous avons déjà vu ces ultimatums auparavant. Est-il probable et possible que le président Trump repousse ce délai pour tenter de miser sur la diplomatie? Alors, comme je l'avais mentionné, le Pakistan, l'Égypte et Saoud manœuvrent pour prolonger le délai, selon des rapports arabes. Je veux dire, comme nous l'avons vu, le délai devait se terminer à 10 heures du matin, heure de l'Est, mardi, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est à 20 heures. La question est-ce que les Iraniens demanderaient à ces médiateurs de prolonger? Tout dépend du statut des négociations à ce moment-là. Les diplomates de Zewa parlent directement avec l'Iran, avec leurs homologues iraniens. Encore une fois, ces choses sont généralement faites en secret et ne sont normalement révélées qu'après. Mais je veux dire, il y a toujours une possibilité de prolongation. Cela a déjà été prolongé auparavant. C'était prévu la semaine dernière, mais c'est prolongé jusqu'au 6 avril. Le fait est que dans les prochaines heures, nous verrons si cela sera prolongé. Mardi à 20 heures, c'est dans 48 heures. Donc, si les Iraniens sont prêts à négocier, ces États médiateurs sont tout à fait disposés à poursuivre leur campagne pour convaincre le président Trump de prolonger encore le délai actuel. C'est pourquoi il est probable que nous assistions à une prolongation, même si cela dépend du fait que tous ces facteurs s'alignent.
Oui, Trump suit son propre rythme. Nous verrons le dénouement à mesure que l'échéance approche, heure après heure. Comme je l'ai dit, peut-être que lundi matin, il nous donnera une mise à jour sur la négociation. Nous resterons attentifs, d'accord? Ahmad, merci beaucoup pour votre temps ici sur Live Now. Merci. D'accord, merci beaucoup. Excellente conversation là-bas en analysant cette menace pleine de grossièreté du président concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz ou alors ce sera le jour de la centrale et du pont. Et cela vient aussi de Fox News. Trey Hingst, dans son reportage, dit que le temps presse. Le président Trump adresse un avertissement sombre à l'Iran en détaillant les négociations avec le correspondant Trey Hingst. S'il ne conclut pas rapidement un accord, j'envisage de tout faire exploser et de prendre le contrôle du pétrole. Nous verrons si ce sera une prise de pouvoir comme au Venezuela. Nous verrons s'ils prolongeront le délai. De nombreux facteurs entrent en jeu ici.